Merci, bonsoir à tous. Quand on m'a demandé de venir pour cette conférence, vous avez vu, il y a un acronyme. Et en fait, tous les mots de cet acronyme, moi, ils m'ont fait penser à un truc. C'est que je me suis dit, depuis très longtemps, en fait, les rapaces, ils nous fascinent. Ils nous fascinent, nous, en tant qu'hommes. Et ils nous fascinent pourquoi? Et ce soir, je vais vous parler de 2 points. D'abord, je vais essayer de définir ce qu'est un rapace, parce qu'en fait, on ne sait pas très clairement ce que c'est un rapace. Et ensuite, je vais vous parler de mon sujet de prédilection, c'est-à-dire les capacités sensorielles des rapaces, parce qu'on dit beaucoup de choses, finalement, on en connaît très peu. Alors, pourquoi ils nous fascinent, ces oiseaux? Tout d'abord, par leur capacité de vol. Vous savez, notamment, ici, je vous présente des illustrations de faucon pèlerin. C'est l'animal le plus rapide du monde, on l'a chronométré, dépassant les 300 km/h en piqué. Et il peut aller encore plus vite, on sait qu'il peut aller, son anatomie lui permettrait d'aller jusqu'à 400 km/h. Et pour aller à de telles vitesses, eh bien, ils sont adaptés. Tout d'abord, regardez la forme de cet oiseau en piqué. Ça ressemble à une goutte d'eau. Et en fait, c'est la forme qui va avoir un aérodynamisme parfait. Et en fait, ils ont plusieurs caractéristiques. Je vous disais, des plumes très rigides. Et ces plumes très rigides vont leur permettre, lors de la ressource c'est quand il va buffeter sa proie, qu'il va taper sa proie, il va reprendre de l'altitude. Et bien, à ce moment-là, il prend 9 G dans ses ailes, c'est-à-dire qu'il prend 9 fois le poids de son corps en pression. Et s'il n'a pas des plumes rigides, il serait incapable de prendre cette pression dans les ailes. Donc ces plumes rigides vont être importantes. Vous voyez aussi, ici, on peut voir la forme des ailes de ces faucons qui sont très coudées. Et elles sont en forme de faux, ces ailes. Et c'est d'ailleurs de là que vient le nom de faucon. Et cette forme d'aile va leur permettre d'avoir cette forme de goutte d'eau lors des piqués. Et enfin, dernière chose, dans les narines de ces faucons, il y a des petites protubérances qu'on appelle des frôlons. Et les frôlons, en fait, ils vont dévier l'air au moment du piqué, puisque si l'air rentrait à 300 km/h dans la tête, il y aurait une telle pression que la tête exploserait. Donc on voit que certains rapaces sont extrêmement adaptés pour les vols rapides. Et puis il y en a d'autres qui sont adaptés pour voler très haut. Et notamment, le recordman du monde, c'est le vautour de Ruppel. Certains pilotes de ligne l'ont vu volant à plus de 11 000 mètres d'altitude. C'est extrêmement haut, et si on regarde les couches de l'atmosphère, alors ici vous avez la troposphère, ici la stratosphère, eh bien on voit que c'est à la limite entre ces 2 couches. Et donc ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il y a très peu d'oxygène dans l'air à cette altitude. Eh bien, on s'est demandé comment ils pouvaient respirer à cette altitude, les rapaces. Quel était le système qui permettait d'utiliser l'oxygène qui se trouve dans l'air? Et les rapaces, comme tous les oiseaux, eh bien, ils ont un système respiratoire qui est constitué de sacs aériens. Les sacs aériens, c'est ces petits sacs remplis d'air. Et ce qui va permettre de faire un circuit et de pouvoir utiliser le maximum d'oxygène qui se trouve dans l'air. Vous allez voir, il y a une petite vidéo ici, très schématique, où vous avez 2 sacs aériens et ici les poumons. Et vous allez voir que l'air qui a été consommé ne se mélange jamais avec l'air qui va être à nouveau respiré. Et c'est ça qui va permettre de puiser le maximum d'oxygène qui va se trouver dans l'air. Alors je vais mettre la vidéo et je ne vais pas parler pour que les personnes malentendantes puissent regarder en même temps. Voilà, donc on va voir, ça explique vraiment schématiquement le système respiratoire. Donc un premier sac ici, un deuxième sac. Ici les poumons. Et vous allez voir, maintenant l'oiseau va respirer. Et donc vous avez vu, au moment de la deuxième inspiration, eh ben, en fait, l'air qui se trouvait dans les poumons ici a été éjecté dans le deuxième sac aérien. Et il ne s'est donc pas mélangé avec l'air qui venait d'être inspiré. Et c'est ça qui va leur permettre de pouvoir utiliser l'oxygène qui se trouve dans l'air. C'est valable pour les rapaces, c'est valable aussi pour tous les autres oiseaux. Et puis il y a d'autres capacités qui nous fascinent chez les rapaces, c'est les capacités sensorielles. On dit souvent, on a une vision d'aigle. Pour quelqu'un qui a une vue perçante, on dit qu'il a une vue d'aigle. Ou les rapaces nocturnes, on dit qu'ils ont une ouïe très fine. Et puis encore, certains ont dit, eh bien peut-être qu'ils seraient capables de sentir. Alors ici, vous avez un aigle impérial, une chouette laponne et un urubu à tête rouge. Eh bien, on va voir que toutes ces croyances,
Eh bien finalement, on en connaît très peu sur les capacités sensorielles des rapaces. Alors avant de continuer sur les capacités sensorielles, qu'est-ce qu'un rapace? Qu'est-ce qu'on entend par rapace? Eh bien, moi, je ne sais pas trop ce que c'est un rapace. Et il y a plusieurs moyens de définir ce qu'est un rapace. Alors on va partir de très loin, on va partir des dinosaures, puisque les oiseaux que vous observez à l'heure actuelle, eh bien, ce sont les descendants directs des dinosaures. Autrement dit, les dinosaures n'ont pas disparu. Alors ici, c'est un arbre phylogénétique, on appelle. C'est exactement, ça fonctionne de la même manière qu'une généalogie. C'est-à-dire que deux espèces qui vont être proches, ça va être comme deux frères dans une généalogie. Donc deux espèces qui sont proches dans l'arbre, c'est deux espèces qui sont proches génétiquement. Et donc on voit, alors la chose qui est intéressante dans cet arbre-là, c'est que l'apparition des plumes, elles ne sont pas apparues avec les oiseaux en tant que tels, les oiseaux qu'on appelle modernes. Si on prend par exemple le tyrannosaure, eh bien, le tyrannosaure il avait déjà des plumes. Et on pense que les plumes sont apparues à cette époque-là d'un point de vue thermique, puisque les plumes permettent de contrôler la chaleur d'une manière très efficace, beaucoup plus efficace que le poil. Et puis aussi, vous voyez, les plumes sont apparues sur la queue. Et on pensait que ça pouvait aider lors des courses à naviguer. Et ensuite, à la fin, eh bien, on peut voir qu'il y a l'apparition des oiseaux, ce qu'on appelle oiseaux, les oiseaux modernes. Et le plus vieil oiseau, eh bien, il y a une nouvelle étude qui vient de sortir en 2017. C'est cette espèce, je ne vais pas écorcher son nom, mais cet oiseau aurait plus de 130,7 millions d'années. Et donc, ce serait probablement, en tout cas à ce jour, un des ancêtres communs des oiseaux. Et de cet ancêtre commun, ou d'un autre, si on en trouve un autre plus tard, eh bien encore une fois, on a une diversité d'oiseaux qui est très forte à nos jours. On a, suivant la notion que l'on donne à l'espèce, on a entre 9000 et 18 000 espèces d'oiseaux sur Terre à ce jour. Et donc ici, pareil, c'est un arbre phylogénétique, c'est un peu compliqué comme graphique, mais voilà, vous avez, ce qu'on peut voir, c'est beaucoup d'espèces, en passant par les manchots, les rapaces, des perroquets, des passereaux. Et donc revenons, vous voyez, on a des rapaces dedans. Les rapaces, on peut les définir d'un point de vue écologique. Alors on s'accorde tous à dire que les rapaces sont carnivores. Un rapace, c'est une espèce, c'est un oiseau carnivore. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Tout d'abord, ici, vous avez une pie grièche. La pie grièche, elle est carnivore et ce n'est pas un rapace. Et ici, vous avez un vautour, le vautour palmiste. Ce vautour palmiste, c'est donc un rapace, mais il mange à 90% des fruits de palmier. Donc un rapace, ça n'est pas toujours carnivore. Ensuite, on dit un bec crochu. Eh bien, encore une fois, c'est pas vrai. Je reprends l'exemple de la pie grièche, j'aurais pu prendre les perroquets. Ils ont des becs crochus, mais ce ne sont pas des rapaces. Et on parle de cerfs développés. Eh bien, encore une fois, ce n'est pas vrai. La pie grièche, encore une fois, a des cerfs développés. Et les vautours, que vous connaissez, n'ont pas de cerfs développés. Pourtant, ce sont des rapaces. Donc on voit que, bien, d'un point de vue écologique, c'est très dur de dire ce que c'est un rapace. On n'a pas de notion précise. Et si on s'intéresse à la génétique, à la phylogénie, eh bien, c'est très dur aussi. Je reprends cette phylogénie que je vous ai montrée tout à l'heure. Eh bien, dessus, les rapaces sont montrés en rouge. Vous les avez ici, ici, ici et ici. Et je vous ai dit tout à l'heure, plus des espèces ou des groupes seront proches, plus ça veut dire qu'ils se ressemblent génétiquement dans l'arbre. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que les rapaces, on a un groupe ici et un groupe ici. Donc, génétiquement, les rapaces, ils ne sont pas proches. Et pour vous donner un exemple, ici, on a les falconiformes, donc les faucons. Les faucons sont plus proches des perroquets, génétiquement, que des aigles ou des buses. Donc, on voit que même d'un point de vue génétique, on n'arrive pas à définir ce qu'est un rapace. Et en fait, il n'y a qu'une définition qui est valable à ce jour. C'est que les rapaces, eh bien, ils regroupent 3 ordres. L'ordre des accipitriformes. Ce qu'on entend accipitriformes, c'est aigle, buse, vautour. On a les falconiformes, les faucons et les caracaras. Et ensuite, les strigiformes, c'est-à-dire les rapaces nocturnes, les chouettes et les hiboux. Ça, c'est vrai. Si vous dites qu'un rapace, c'est ça, là, vous avez raison. Donc on voit que c'est très très dur à définir ce qu'est un rapace. Par contre, on s'entend tous à dire que si j'utilise le terme rapace, tout le monde voit très bien ce que c'est un rapace, même si on n'a pas une définition précise.
Et alors moi, ces rapaces, ils m'ont toujours fasciné. D'ailleurs, j'en ai fait mon métier, 2 métiers d'ailleurs. J'en ai fait en tant que scientifique et en tant que fauconnier. Et ils m'intéressent parce qu'au sein des rapaces, on a une diversité écologique qui est extrêmement forte. Par exemple, ici, je vous montre 2 espèces charognards, le vautour fauve et le caracara de Foster. Eh bien, on a une espèce qui va chercher sa nourriture à très haute altitude, comme le vautour fauve, ou une espèce qui va la chercher à très basse altitude, c'est-à-dire directement au sol, comme le caracara. Et puis, on a des espèces prédatrices. Et donc là, on a des espèces qui chassent des oiseaux, des poissons, des mammifères. On a des espèces qui chassent directement sur un poteau, les bus variables que vous voyez sur les bords d'autoroute. Et donc, on voit que d'un point de vue de régime alimentaire, de stratégie, d'habitat, eh bien, on a une diversité qui est très forte chez les rapaces. C'est ce qui fait qu'ils en deviennent extrêmement intéressants. Et puis, bien sûr, il y a les rapaces nocturnes, qui, eux, présentent encore une diversité tout autre. Et donc, d'un point de vue sensoriel, eh bien, les rapaces vont être extrêmement intéressants. Et donc, on va parler maintenant de leur capacité sensorielle. On va étudier plusieurs sens. Tout d'abord, la vision. On va beaucoup s'attarder dessus, puisque c'est le sens où on dit que les rapaces ont une vision excellente. On va parler un peu d'audition, parce que vous allez voir que finalement, on en connaît très peu sur l'audition chez les rapaces. On va parler d'olfaction, parce que c'est en vogue en ce moment, l'olfaction, on est en train de montrer de très belles choses. Et puis, on ne va pas en parler, mais bien sûr, les rapaces ont le sens du goût, le sens du toucher et peut-être le sens magnétique. Avant tout ça, il faut bien comprendre que chaque espèce, chaque individu vit dans son propre monde. Ici, je vous présente une image, c'est une image à Paris. Alors, j'habite près de Paris, mais je ne connais pas du tout Paris. C'est la place Vendôme. Et si vous marchez sur la rue Castiglione et que vous arrivez à cette place Vendôme, eh bien, vous voyez la place de cette manière-là. Mais si on s'imagine à un moment qu'un autre animal prenne la même rue et arrive au même endroit, eh bien, il ne verrait pas la place du tout de la même manière. Si on prend par exemple un chat, voici comment il verrait la place. Un chien, il verrait la place encore d'une manière différente. Et on peut aller plus loin. Un rat, vous voyez, il ne voit pas grand-chose, le rat, de la place. Pourtant, ils sont là. Un faucon ou une abeille. Et donc, ça montre un truc. Ça montre qu'on a beau vivre tous au même endroit, tous au même moment, eh bien, on vit dans un environnement qui nous est propre. Chaque individu perçoit un environnement dépendamment de ses capacités sensorielles. Et c'est ce qu'on appelle le concept d'Umwelt. Alors on va parler de la vision des rapaces. Et d'abord on va parler de l'œil des rapaces parce qu'il est intéressant. Ensuite je vais vous parler un peu de l'acuité visuelle des rapaces, c'est-à-dire à quelle distance ils sont capables de voir, puisque ça on dit beaucoup de choses chez les rapaces. On va parler des contrastes. Ça ne vous parle pas pour le moment et vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. On va parler de la vision en couleur des rapaces, et là encore une fois on dit beaucoup de choses. Et enfin on va parler des champs visuels des rapaces, c'est-à-dire comment ils voient autour de leur tête. Alors ici, vous avez un œil classique de rapace qui présente plusieurs caractéristiques dont plusieurs sont communes à notre œil. Vous avez l'iris, le cristallin, la cornée, et vous avez une chose qui est différente, c'est ce peigne. Ce peigne, en fait, c'est ce qui va permettre de vasculariser l'œil, parce que l'œil des oiseaux n'est pas vascularisé. Mais surtout, ce qui est intéressant sur cet œil, c'est qu'il n'a pas une forme ronde comme le nôtre. Il a une forme qu'on dit en cloche. Et pourquoi il a cette forme en cloche ? Eh bien parce qu'avec une forme en cloche, ils vont pouvoir avoir un œil plus gros dans un crâne. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir un œil gros ? Eh bien, plus vous avez un œil gros, plus vous allez pouvoir voir loin. Regardez ici, on a 2 yeux de taille différente, le premier et le deuxième, qui regardent une même image, un même objet de taille Y. Eh bien, si vous avez un œil gros, la distance focale, qui est ici, va être plus grande chez l'œil gros que chez le petit œil. Et donc l'image qui va être projetée sur la rétine ici va être 2 fois plus grande. Donc vous allez voir 2 fois mieux l'objet. Et donc c'est pour ça que les rapaces ont un œil extrêmement gros. Et on va prendre par exemple le cas de cet aigle, l'aigle des steppes. Il faut savoir qu'un seul œil pèse plus lourd que son cerveau. Alors soit ils dépensent beaucoup d'énergie dans la vision, soit ils n'ont pas grand-chose dans le crâne. Et la deuxième chose qui va être intéressante, et on en a aussi, c'est dans la rétine. La rétine, c'est cette couche-là, c'est la couche où vous avez les photorécepteurs. Eh bien, il y a un petit trou dans cette rétine. Ce petit trou, on l'appelle la fovea.
La fovea, on en a une aussi, nous en tant qu'humains, c'est ce qui vous permet de fixer un objet. Si vous pouvez fixer votre doigt, par exemple, c'est grâce à cette fovea-là. Eh bien, les rapaces, ils en ont une aussi. Et cette fovea, on dit qu'elle a deux fonctions. On n'en est pas encore sûr, c'est des hypothèses. Mais la première fonction, ce serait d'agrandir l'image. Puisque avec le phénomène de réfraction, vous avez une image qui arrive et elle va être automatiquement agrandie dans la fovea. Et puis la deuxième fonction, c'est qu'il y a beaucoup de photorécepteurs dans la fovea. Donc c'est au centre de votre vision que vous allez mieux voir. D'ailleurs, si vous regardez un objet fixe, vous ne bougez pas. Ici, vous voyez flou. Parce que vous n'avez pas beaucoup de photorécepteurs dans cette rétine-là. Par contre, à l'endroit où vous fixez, vous voyez net. Et là, c'est que vous avez beaucoup de photorécepteurs. Et alors cette fovea, elle est importante. C'est ça qui va nous permettre de comprendre l'acuité visuelle des oiseaux. Alors pourquoi je parle d'acuité visuelle? On entend plein de choses sur l'acuité visuelle des rapaces. On dit souvent un aigle peut voir une souris à 5 km. Ça, c'est quelque chose qu'on entend énormément. Et là, par exemple, c'est un ouvrage destiné au grand public où ils comparent la vision de l'homme à la vision de l'aigle royal. Et entre autres, ils nous disent, eh bien nous, en tant qu'hommes, on n'est pas capable de voir la marmotte qui est ici, alors que l'aigle royal, lui, apparemment avec des jumelles, la verrait. Le problème, c'est que la vision de l'aigle royal n'a jamais été étudiée. Donc en fait, ça part d'une généralisation d'autres espèces. Et encore, elle est fausse, cette généralisation. Donc qu'est-ce qu'on sait vraiment sur l'acuité visuelle des oiseaux? Pour la tester, c'est un test que j'ai fait moi sur plusieurs espèces et qu'on fait d'ailleurs sur les nourrissons. Chez vous, par exemple, pour tester votre acuité visuelle, vous allez chez l'ophtalmo et vous lisez des lettres. Les rapaces, on ne peut pas leur demander de lire des lettres, les nourrissons non plus. Donc on fait ce test-là. Je remercie d'ailleurs Margot pour le dessin, c'est elle qui l'a fait. Alors vous avez deux écrans d'ordinateur, un écran qui va être gris et un écran qui va être rayé, avec des barres noires, des barres blanches. Si le rapace va vers l'écran gris, on lui donne la nourriture. C'est un renforcement positif. S'il va vers l'écran qui va être rayé, là, il n'aura pas de nourriture. Et donc, au bout d'un moment, le rapace, il se dit, je vais tout le temps aller vers l'écran gris. Et une fois qu'il est conditionné vers cet écran gris-là, eh bien, au lieu de présenter des grosses barres comme ça, vous diminuez la taille des barres. Et donc, au bout d'un moment, vous n'arrivez plus à faire la différence entre les deux écrans, puisque des barres noires et des barres blanches, très fines, ça donne un écran gris. Et donc, j'essaye de savoir à quel moment il est plus capable de voir ces barres-là. Et après, c'est des calculs mathématiques pour transcrire en une donnée qu'on peut comparer. Alors, pour parler d'une manière plus compréhensible, imaginez-vous qu'une souris, qu'on essaye de chercher une souris noire sur un fond blanc. Et on estime qu'il n'y a pas de distorsion dans l'air. Vous savez, l'air distord l'image. Imaginez-vous que c'est un air pur. Eh bien, nous, en tant qu'humains, cette souris, on est capable de la voir environ à 350 mètres. Ce qui est déjà vraiment pas mal. Eh bien, c'est vrai. Certains rapaces, eux, la voient beaucoup plus loin. Et le recordman du monde, c'est l'aigle audacieux, lui qui serait capable de la voir environ à 900 mètres. Donc, il est 2,5 fois supérieur à nous. Mais il y a d'autres rapaces qui voient moins loin que l'homme. Notamment ce Caracara-Chimango, qui est une toute petite espèce qui, lui, voit 2 fois moins loin que l'homme. Et alors, pourquoi il voit 2 fois moins loin que l'homme? Eh bien parce qu'il n'a pas besoin de voir plus loin. Dans la nature, lui, il va fouiller sous les cailloux pour trouver des petits insectes. Et donc ça ne lui sert à rien, lui, de voir très loin. Il ne cherche pas sa nourriture très loin. Et donc il faut savoir que la vision, elle est adaptée à un comportement précis. Ils ne vont pas dépenser d'énergie pour voir loin s'ils n'en ont pas l'utilité tous les jours. Alors, je vous disais, pour voir loin, pour bien voir, il faut s'intéresser aux fovéas. Eh bien, ce qu'on a remarqué, c'est que chez les rapaces chasseurs, il y a 2 fovéas. Il y a celle-ci, la fovea qu'on appelle centrale, puisqu'elle est présentée ici, parce qu'elle est au centre de la rétine. Et cette fovea centrale, elle est liée à la vision monoculaire, c'est-à-dire d'un seul œil. Donc c'est un axe comme ceci. Et vous avez chez les prédateurs une deuxième fovea, beaucoup plus petite, qui elle est liée à la vision de face. Et ce qu'on a remarqué, c'est que chez les charognards, eh bien, on a bien la fovea de profil, mais pas de face. Donc ça veut dire que les charognards ne peuvent pas fixer avec leur vue de face. Et alors pourquoi on a observé ces différences? Tout d'abord, regardez cet aigle, ce pigard à tête blanche. C'était au Puy du Fou, j'étais au Puy du Fou, je l'avais sur mon poing, et il y a un autre rapace qui passait plein ciel. Eh bien, il ne l'a jamais regardé des 2 yeux comme ça, il l'a toujours regardé de profil. Parce que c'est avec la fovea de profil, celle-ci qui est plus profonde,
et qui a surtout beaucoup plus de photorécepteurs qui peut mieux voir. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les rapaces voient mieux d'un œil que des deux yeux. Enfin, voient plus loin en tout cas. Et donc vous voyez, ils regardent avec un seul œil. Et alors pourquoi les rapaces charognards ont qu'une fovea, qu'un point de fixation, et les prédateurs deux? Eh bien on pense que c'est lié à la technique de chasse. Je vais vous montrer une vidéo, je ne vais pas parler encore pendant la vidéo, et ensuite je vais l'expliquer. Voilà, je vous disais, la fovea, c'est ce qui permet de fixer un objet, et donc pour les rapaces, de fixer une proie. Et donc si je remets la vidéo, eh bien le rapace poursuit sa proie. La proie, c'est le petit rond rose. Et on voit qu'il la poursuit de profil, parce qu'il voit mieux de profil. Mais au moment où il faut capturer la proie, il a besoin de ses deux yeux pour voir en 3D. Et donc il a besoin d'un point de fixation pour capturer la proie. Et comme les charognards ne tuent pas, ils ne tuent jamais, eh bien ils n'ont pas besoin de ce point de fixation, puisqu'ils n'ont pas besoin de capturer des proies. Et d'ailleurs, il y a une hypothèse, cette hypothèse, elle semble être confirmée, puisqu'on observe chez d'autres oiseaux, comme les hirondelles ou les sternes, on observe aussi la présence de deux fovéas. Et ces oiseaux-là sont des prédateurs aussi. Donc il semblerait qu'il y ait un avantage à avoir un point de fixation de face pour capturer. Ensuite, on va parler des contrastes. Alors je vous disais, on étudie l'acuité visuelle, c'est-à-dire à quelle distance il voit. Et quand j'étudie l'acuité visuelle, je vous disais, je mets des barres noires et des barres blanches. Et donc on a un contraste de 100%. Mais dans la nature, vous savez bien, les rapaces ne cherchent pas un lapin noir sur un fond blanc. Ça ne se passe jamais comme ça. Quand ils chassent, ou alors c'est très rare, quand ils chassent, eh bien c'est un lapin qui présente une certaine couleur sur un fond d'une autre couleur. Et si on oublie l'information couleur, on met en noir et blanc, eh bien on voit bien que c'est un gris un peu plus clair sur un gris un peu plus foncé. Et c'est ça les contrastes. C'est quel contraste va avoir la proie avec l'environnement. Et donc, si on étudie la vision des rapaces, il faut étudier ça avec. Je vous présente une image. Je suppose que vous voyez des barres sur cette image aussi. On les voit plutôt bien. On commence à plus trop les voir, mais on les voit. Eh bien, les rapaces ne sont pas capables de les voir. Ils ne voient pas du tout qu'il y a des barres. Pour eux, c'est un gris uniforme. Et en fait, ce qu'on a observé, je compare ici l'homme à un rapace. Cet homme, c'est Jean-Louis Légeois, c'est le directeur de la fauconnerie du Puy du Fou. Nous, on est capable de différencier des gris qui diffèrent de 0,6% en intensité. Eh bien, les rapaces, eux, c'est 7 à 8%. Ça veut dire qu'on est plus de 10 fois meilleur que les rapaces en termes de contraste. Donc encore une fois, les rapaces, ils n'ont pas forcément une vision extraordinaire. Et alors ça, on a du mal à comprendre. D'ailleurs, l'homme, pour l'instant, avec le chat, il n'y a pas un oiseau qui a des capacités de contraste supérieures à celles de l'homme. Et ça, pour les rapaces, on a du mal à comprendre parce que pour eux, il y aura un avantage à détecter ces contrastes. Donc on est vraiment au début, il n'y a que 3 espèces qui ont été testées pour l'instant, mais on est vraiment au début. Ensuite, on va parler de la vision en couleur. Et chez les oiseaux, on dit souvent que les oiseaux sont tétrachromatiques, c'est-à-dire qu'ils ont 4 types de photorécepteurs. Nous, dans la rétine, on en a 3. On a le rouge, le vert, le bleu. Et ensuite, avec le mélange de tout ça, on voit plein de couleurs. Eh bien, les oiseaux, il y en a un 4e, qui est ici, ce violet. Et ce violet, chez certains oiseaux, il peut aller dans les ultraviolets. Ici, vous avez la longueur d'onde. Et donc, si vous allez en dessous de 350, c'est que vous voyez les ultraviolets. Et alors, on a vu que certaines espèces d'oiseaux, on va repartir chez les oiseaux, certains oiseaux sont capables de voir les ultraviolets, de percevoir ces ultraviolets. Et ça va être très important pour eux. Regardez, ici, vous avez des perruches sous ultraviolets. Vous voyez que la couleur de ces perruches, elle est complètement différente. Et si on prend, par exemple, chez les mésanges bleus, une mésange bleue, elle ne se voit pas jaune et bleu. Elle se voit d'une autre couleur qu'on ne peut pas comprendre, mais avec des couleurs en ultraviolet. Et on sait que ça va être très important puisque la femelle va choisir son mâle en fonction de la densité d'ultraviolet qu'il a dans ses plumages. Parce que plus il a l'ultraviolet, plus il sera fort. Et plus il aura une descendance viable.
Donc ces ultraviolets sont très importants. Eh bien, chez les rapaces, en tout cas chez ceux qu'on a étudiés, donc le faucon cresserelle et la buse variable, ils ont bien 4 types de photorécepteurs. Par contre, le quatrième, il se trouve dans les violets, des violets qu'on ne voit pas nous, mais des violets qu'on n'appelle pas des ultraviolets. Donc ça veut dire que les rapaces, ils ne sont pas capables de voir les ultraviolets. Et il y a une ancienne étude qui disait que les faucons cresserelles, vous voyez, ils font le Saint-Esprit des fois, ils planent, ils battent des ailes comme ça, ils restent sur place, pardon, ils planent pas. Ils restent sur place pour trouver leur proie et on disait, ils détectent les ultraviolets qui se trouvent dans l'urine des micromammifères. Eh bien ça c'est faux. On a montré maintenant que c'était faux. Et puis si on regarde les nocturnes, eh bien eux, 3 types de photorécepteurs, comme les chaudes-effraies, comme nous. Et si on regarde d'autres espèces de nocturnes, comme la chouette lapone, eh bien, elle n'en a que 2. Que les rouges et les bleus. Donc, elle voit moins de couleurs que nous. Alors, c'est juste des données anatomiques. On n'a aucune donnée comportementale pour l'instant. On ne sait pas comment elles utilisent les couleurs dans la nature. Et enfin, la dernière partie de la vision, qui va être très importante, en tout cas que moi je trouve très important, ça va être le champ visuel. Qu'est-ce que c'est que le champ visuel? C'est comment vous allez voir autour de votre tête. Et donc ici, j'ai pris l'exemple de Graham Martin, qui est la personne qui a développé les tests de champ visuel chez les oiseaux, et qui vous présente ici le champ visuel d'un humain. Donc en vert ici, vous avez la région binoculaire. C'est là où vous voyez avec vos 2 yeux. En orange, c'est là où vous voyez seulement avec un seul œil. Si vous cachez votre œil là, vous voyez qu'avec cet œil-là, vous ne voyez plus ici. Ça veut dire que cette région ici, vous ne le voyez qu'avec un seul œil. Et enfin, en bleu, ici, c'est la zone aveugle, la zone où vous ne voyez pas. Et ici, le petit rond blanc, c'est la position du nez. Donc en fait, vous superposez ce champ visuel au visage et vous voyez comment il voit. Eh bien, avec des collaborateurs, on a fait ça chez les rapaces. Donc pareil, en vert, c'est la région où il voit avec les 2 yeux. En blanc, c'est la région où il voit avec un seul œil. Et en marron, c'est là où il ne voit pas. Et donc ce que vous pouvez regarder déjà ici comme ça, c'est que les champs visuels sont complètement variables suivant les rapaces. Il n'y a pas une espèce qui a le même champ visuel. Et en fait, on a essayé de comprendre pourquoi. On s'est dit pourquoi c'est extrêmement variable comme ça. Et on a créé 3 groupes. Des rapaces prédateurs de proies se déplaçant au sol, donc de mammifères ou de reptiles. Ça, c'est les rapaces qu'on a étudiés dans notre étude. Des rapaces qui prédatent des proies qui se déplacent en 3 dimensions, comme les oiseaux, les insectes ou les poissons, par exemple. Et puis enfin, des charognards stricts qui, eux, ne tuent jamais. Et ce qu'on a observé, c'est ça. Donc, ici, vous avez un exemple par groupe, mais à chaque fois, les rapaces qui prédatent des proies au sol ont un champ visuel qui va être différent des 2 autres groupes. Et plus particulièrement, si on regarde la zone aveugle au-dessus de la tête, vous voyez que les charognards et les prédateurs d'oiseaux et de poissons ont une toute petite zone aveugle, c'est-à-dire qu'ils voient très très bien au-dessus de la tête. En revanche, ceux qui chassent des mammifères, vous voyez, eux, ils ne voient pas du tout au-dessus de la tête. Et puis la deuxième chose qui est importante, c'est la région binoculaire, donc là où ils voient avec les 2 yeux, celle qui est en verte. Et là, ce que vous avez à côté, c'est une moyenne de toutes les espèces. Et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est très large au milieu, mais très étroite aux extrémités. Alors qu'ici, elle est plutôt assez droite, d'une forme assez ovoïde. Et en fait, ça a un intérêt écologique pour eux. Prenons cette busagia qui est un prédateur de mammifères. Quand elle va chasser un mammifère qui va être toujours en dessous d'elle. Et donc, elle va chasser en vol en dessous d'elle. Et elle a besoin d'une chose, c'est d'une arcade sourcilière. C'est comme si vous, on en a encore un peu, mais de moins en moins, nous, en tant qu'humains, mais comme si vous mettez une casquette ici, pour ne pas être ébloui du soleil. Eh bien, elle a cette arcade sourcilière, justement parce qu'elle ne veut pas être éblouie du soleil. Si elle était éblouie, elle verrait moins sa proie. En revanche, si on prend un prédateur d'oiseaux, lui, il a une toute petite, vraiment toute petite arcade sourcilière. Donc ça veut dire qu'il va être ébloui par le soleil, mais c'est un compromis parce que des fois sa proie va se trouver au-dessus de lui. Donc tant pis, il va être ébloui, mais il va quand même continuer à voir sa proie. Il y a aussi la forme du bec qui est importante. Là, on le voit très bien sur ces photos. Vous avez un aigle des steppes, vous voyez que le bec est très large, extrêmement large. Alors que vous voyez ici l'épervier de Cooper ou le vautour fauve, le bec est très très étroit. Et en fait,
ça va jouer sur le champ visuel. Un bec très large, c'est comme si vous vous mettiez une casquette en dessous, ben vous ne voyez pas en dessous de vous. Et donc forcément, la région ici va être très étroite, alors qu'ici, elle l'est beaucoup moins. Et c'est un avantage pour eux. Un bec très large, chez les prédateurs de mammifères, comme chez la buse variable, ça va pouvoir permettre de prendre un mulot et de l'avaler directement, sans le découper. Et donc il va passer très peu de temps à manger et pouvoir aller chasser une autre proie. En revanche, un bec long et fin, chez un prédateur d'oiseaux, ça va être un bec fort qui va permettre de déplumer sa proie. Si vous avez déjà vu un épervier prendre un pigeon, avant de le manger, il enlève toutes les plumes. S'il n'a pas un bec long, il ne peut pas le faire. Et pour les vautours, c'est un bec fort qui va permettre de déchiqueter, d'enlever la nourriture. Et puis la dernière chose, ça va être les techniques de chasse. Ici, je prends le cas d'une buse de Harris qui va chasser un lapin. Quand le lapin, au moment de la capture, quand le lapin va essayer de s'évader, il va s'évader dans un environnement en 2 dimensions. Et pour être précis, je vous disais, on a besoin de voir avec les 2 yeux. Et donc s'il part dans un environnement en 2 dimensions, il faut avoir une région binoculaire large à un endroit précis. Et donc elle a besoin d'avoir une région binoculaire large au centre de sa vision. Par contre, si on prend un prédateur d'oiseaux, comme l'épervier de Cooper, eh bien lui, au moment de la capture, sa proie va pouvoir soit partir vers le haut, ou bien soit partir vers le bas. Et donc il faut qu'il ait une région précise qui soit beaucoup plus étendue. Et donc c'est ça qui va expliquer ces différences de champ visuel. Et on n'a pas parlé d'une chose, on n'a pas parlé des rapaces nocturnes. Parce qu'eux, ils ont des caractéristiques de vision qui sont complètement différentes. Sur cette image, vous ne voyez rien du tout. Si je vous propose la suivante, vous ne voyez rien du tout. Pourtant, lui, le rapace nocturne, il voit quelque chose. Si je continue, on commence à voir quelques trucs. Et si je remets encore plus d'intensité lumineuse, on voit qu'il y avait un campagnol. Alors pourquoi les rapaces nocturnes voient leur proie dans des faibles intensités lumineuses et que nous, on ne les voit pas? Pourquoi ils arrivent à voir de nuit alors que nous, on ne voit pas de nuit? Revenons à l'œil, je vous disais, plus un œil est gros, plus on va pouvoir voir loin. Eh bien, il y a un autre avantage à avoir un œil qui va être gros. Plus un œil est gros, plus vous allez pouvoir capter de lumière. J'ai présenté ici un rayon lumineux avec 5 rayons, avec 5 traits. Si le rayon lumineux entre dans l'œil, vous voyez ici que les 5 traits rentrent dans l'œil. Par contre, ici, il n'y en a que 3. Donc forcément, plus votre œil va être gros, plus vous allez capter de lumière. Et d'ailleurs, si on regarde le crâne d'un hibou grand-duc, eh bien, on voit que la taille des yeux est extrêmement importante. Chez certains, c'est plus de 50% du volume. Donc on voit qu'ils dépensent une énergie folle dans la taille des yeux. Et puis je vous ai parlé de la fovea aussi, qui était un point important. Et je vous disais, eh bien, les prédateurs en ont 2, les charognards en ont 1. Chez les rapaces nocturnes, on n'en a que des prédateurs. Il n'y a pas de charognards. Et pourtant, ils n'ont qu'une fovea, les rapaces nocturnes. Ils n'en ont qu'une, mais ce n'est pas la même. Eux, ils n'ont qu'une fovea, celle qui est liée à la vision de face. Parce que comme ils vont avoir ce disque facial, le disque facial, c'est ce qui ressemble à une parabole là sur la tête, ils ne vont pas voir derrière. Donc ça ne leur sert à rien d'avoir une fovea ici. Par contre, ça leur sert à quelque chose d'avoir une fovea là. Et en fait, je vous disais tout à l'heure, chez les rapaces diurnes, on a 4 types de photorécepteurs. Ça, c'est des cônes. Ça se représente comme ça, les cônes. Je vous disais, on a les rouges, les verts, les bleus et les violets ou ultraviolets. Eh bien, dans la fovea des rapaces nocturnes, il y a les rouges, les verts, les bleus, il n'y a pas d'ultraviolet, je vous le disais, mais surtout 90% des récepteurs, ce sont les bâtonnets. Et les bâtonnets, c'est ce qui vous permet de voir quand il y a très peu de lumière. Comme nous, en tant qu'hommes, et comme les rapaces diurnes, on n'en a pas dans la fovea, on ne peut pas voir de nuit. Par contre, eux, comme ils en ont beaucoup, ils voient très bien de nuit. Et comme ils ont très peu de cônes, ils voient faiblement loin. Ils voient environ 10 fois moins loin que l'homme. Mais ils n'ont pas besoin, eux, ils ont besoin de voir de nuit. Donc c'est pour ça que les rapaces nocturnes voient très bien de nuit, parce qu'ils ont un gros œil et parce qu'ils ont des bâtonnets dans la fovea. Ensuite, on va parler de l'audition, chez les rapaces et chez les oiseaux en général. Alors qu'est-ce qui va être important dans les capacités auditives? Ça va être de localiser une source de bruit. Et pour localiser une source de bruit, vous avez besoin de 2 choses. D'une, d'avoir une distance assez grande entre vos 2 oreilles. Si un son vient de la gauche vers la droite, il faut que vous ayez une différence de timing, et il faut que vous ayez un volume crânien qui soit assez important, parce que ça va réduire la vitesse dans votre boîte crânienne.
Eh bien, le problème chez les oiseaux, si on compare par exemple au lion, vous voyez que la distance entre les deux oreilles, elle est relativement grande. Chez les oiseaux, la distance est assez faible entre les deux conduits auditifs. Et en plus, ils ont une boîte crânienne qui a une faible densité. Et donc, le son va se propager très très vite. Et en fait, à cause de ça, eh bien, on a remarqué que les oiseaux, ils étaient très très nuls pour localiser un son. Je vais prendre l'exemple du diamant mandarin, puisque c'est le plus parlant. Si vous avez un diamant mandarin chez vous, vous mettez un son ici ou ici, il est incapable de vous dire que le son vient de là ou de là. Il peut vous dire le son vient de la droite, c'est tout. Et puis pour d'autres espèces, par exemple comme la mésange, on imagine qu'elle recherche un partenaire sexuel. Si le partenaire se trouve à 20 mètres, eh bien, elle aura une erreur de 7 mètres sur la position du partenaire sexuel, ce qui est énorme. Nous, on est très précis. Nous, on est environ 10 fois plus précis que la mésange bleue. Alors, je vous dis que les oiseaux sont très nuls pour localiser un son. C'est vrai, sauf pour un groupe, les rapaces nocturnes. Les rapaces nocturnes, eux, ils vont être extrêmement forts pour deux raisons. La première, c'est que ce sont les seuls oiseaux à avoir une structure externe des conduits auditifs. Exactement comme nous, comme les oreilles. Eh bien, eux, ils ont des petites oreilles. Et ça va permettre de centrer le son. En plus, je vous disais, ils ont ce disque facial. Et ça fonctionne exactement comme une parabole. Ça recentre le son sur les conduits auditifs. Et enfin, ils ont autre chose. Ils ont une asymétrie des conduits auditifs. C'est-à-dire qu'il y a une oreille qui va être plus haute que l'autre. Et en plus, vous avez vu, elle ne regarde pas dans la même direction. Elle n'écoute pas, pardon, dans la même direction. Et donc les rapaces nocturnes, par exemple cette chouette effraie, ils vont être très précis pour localiser un son, comme ceci, exactement comme nous, on a la même précision que les chouettes effraies. Par contre, grâce à l'asymétrie de ces conduits-là, ils vont être aussi très précis sur l'axe vertical. Si à distance vous mettez un son là ou là, je ne suis pas capable de vous dire où il se trouve. Par contre, la chouette effraie, c'est capable de vous dire où il se trouve. Et c'est pour ça qu'elles tombent sur leur proie simplement par l'ouïe. Et je vous ai montré en préambule la chouette laponne. Elle est capable de prendre des proies sous plus de 15 cm de neige. Donc ça prouve bien qu'elle ne les voit pas. Elle les attrape simplement à l'ouïe. Et alors chez les rapaces d'Illon, on connaît très peu de choses. On sait juste que le busard des roseaux, lui, il est capable de capturer ses proies simplement en les entendant crier. Et en fait, si on regarde le busard des roseaux, s'il y a des ornithos dans la salle, le visage du busard des roseaux est extrêmement ressemblant à celui des rapaces nocturnes. Et puis, chez la harpie féroce, il y a une étude qui est sortie il y a un peu plus de 10 ans maintenant, qui a montré que si vous présentez un son qui a un intérêt biologique pour elle, donc soit un congénère, soit une proie, eh bien ils vont toujours écouter du conduit, je vais dire de l'oreille, c'est pas un bon terme, mais de l'oreille droite. Si vous présentez un son qui n'a pas d'intérêt biologique pour elle, donc soit un autre oiseau qu'elle ne chasse pas, soit un son pur, elle écoute toujours de l'oreille gauche. Donc ça veut dire qu'il y a une oreille qui va être spécialisée. C'est les seules choses qu'on connaît sur les capacités auditives des rapaces. On n'en sait pas plus. Et donc maintenant, je vais vous parler de l'olfaction. Alors l'olfaction, moi, ça m'intéresse énormément. J'ai fait une thèse en fait sur la vision et aussi sur l'olfaction. C'est très dur à estimer les capacités olfactives des animaux parce qu'il y a plein de contrôles à avoir. Par contre, on connaît très peu de choses. Donc il y a un boulevard en sciences sur les capacités olfactives. Alors j'adore cette photo. C'est mon directeur de thèse qui me l'a envoyée. Et elle résume exactement bien ce qu'on est nous en tant qu'humains. C'est-à-dire qu'on ne voit, nous ne voyons que ce que nous savons. Là, ici, on voit très bien que le chien renifle l'autre chien. Et donc on se dit, il est en train d'utiliser son odorat pour reconnaître le chien. Bon, celui-là, il est un peu spécial. Chez les oiseaux, vous n'avez jamais vu un oiseau renifler un autre oiseau. Et donc, parce qu'il n'y avait pas ce comportement-là, on s'est dit, ils ne sont pas capables de sentir. Et en fait, il y a une espèce, alors l'image est très floue, c'est la seule image que j'ai trouvée sur Internet. Il y a le Starik cristatel, c'est un petit pingouin qui se trouve... un petit alcidé qui se trouve en Alaska. Et en fait, elle, c'est la seule espèce d'oiseau qui se renifle. Là, vous voyez des comportements de reniflement. Et alors, ça montre bien une chose, c'est que faut se dégager de notre perception à nous. Si on veut comprendre les capacités sensorielles des animaux, il faut oublier les nôtres, parce qu'ils ne fonctionnent pas de la même manière. Et d'ailleurs, on a testé plein d'espèces d'oiseaux, et on s'est rendu compte que toutes les espèces d'oiseaux qu'on avait testées, elles sont capables d'utiliser l'olfaction. Et vous allez voir que, en fait,
les oiseaux, ils ont des capacités olfactives qui sont vraiment, vraiment étonnantes. Par exemple, on sait qu'ils sont capables de sentir leur nourriture. Alors ça, c'est des premières observations, c'est les premières observations qui ont été faites sur les oiseaux. En fait, David Houston, lui, cachait une nourriture. Donc là, j'ai représenté par un tapir dans la forêt amazonienne. Donc ce n'était pas possible pour les rapaces de la voir. Et ce qu'il a observé, eh bien, c'est que c'est toujours les urubus à tête rouge qui arrivent en premier. Et donc il s'est dit, comme ils ne peuvent pas la voir, ça veut dire qu'ils la sentent. Mais il ne l'avait pas prouvé, il avait juste suggéré qu'ils pouvaient sentir. Et puis, depuis, pas grand-chose, si ce n'est en 2006, où, vous savez, en France, on donne à manger aux vautours pour qu'ils restent, pour pouvoir les préserver. Eh bien, au Népal, c'est exactement la même chose. Et au Népal, il y a une grosse crise en ce moment, on est en train d'en sortir. Mais si vous prenez le vautour indien qui est présent ici, 99% de la population a disparu en 10 ans, simplement lié à l'utilisation d'un anti-inflammatoire qui s'appelle le diclofénac. Et en fait, quand vous donnez ça au bétail, certains bétails meurent, et les vautours viennent manger et ça les tue tous. Et en fait, donc il y a des ornithos, comme la LPO pour nous en France, qui récupèrent du bétail pour les donner aux vautours. Et là, un éleveur les avait appelés en disant « Eh bien, j'ai une vache morte, est-ce que vous pouvez venir la récupérer ?» Ils sont arrivés sur place et ils se sont rendus compte que cette vache-là a présenté des symptômes pas très clean. Ils se sont dit « On ne va pas la donner, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enterrer sous le sol à 30 cm. » Et puis ils ont fait une petite expérience, ils ont pris une vache fraîche, et elle n'était pas enterrée, et ils l'ont disposée à 30 mètres de cette vache enterrée. Et ils ont regardé le comportement des vautours. Et ce qui s'est passé, c'est que les vautours, ils ont vu cette vache. Donc ils se sont posés à côté, mais ils se sont juste posés à côté, et ils ont refusé de la manger. Et ils sont allés à 30 mètres, ils ont déterré, et ils ont commencé à manger cette vache-là. Et là, ils se sont dit, comment c'est possible? Parce qu'ils ne peuvent pas savoir qu'ils sont enterrés. Le seul moyen, c'est l'olfaction. Et donc, vous voyez, on a plusieurs suppositions qui nous laissent à penser que les rapaces sont capables de sentir. Et puis, on a eu une première, je vais dire, pseudo-évidence. Pour ceux qui connaissent le coucou, c'est un oiseau, là c'est un coucou-G, mais c'est un oiseau parasite. Et il ne va pas parasiter le nid des autres oiseaux, ici d'une corneille noire. Et on dit toujours qu'en parasitant, eh bien, il va réduire le nombre de petits qui vont survivre. Ce qui est à peu près logique. Et en fait, en 2014, des Américains se sont rendus compte que les nids de corneilles qui étaient parasités par ces coucous, eh bien, ils avaient plus de petits qui s'envolaient. Et ils se sont dit, ok, c'est pas logique, qu'est-ce qui se passe? Et ils se sont rendus compte que le coucou, il fiantait dans le nid. Et la fiente avait une très très mauvaise odeur. Et ils ont testé avec les chats, et les chats refusent toujours de manger leur nourriture s'il y a de la fiente de coucou. Donc ils se sont dit, c'est répulsif pour les prédateurs. Et ils ont testé avec des faucons. Ils ont pris un faucon sacre, un faucon gerfaut, des hybrides aussi, c'était des faucons de fauconnier. Et ils ont présenté l'odeur de la fiente du coucou sur du poulet, des bouts de poulet qu'ils leur donnaient. Eh bien, aucun faucon n'a voulu manger ce poulet, alors que c'est ce qu'ils mangent d'habitude en fauconnerie. Et donc ils se sont dit, eh bien là, c'est répulsif, certainement par l'odeur ou par le goût, parce que certains faucons le prenaient dans le bec. Et donc ils n'ont pas pu conclure vraiment, ils sont capables de sentir. Et donc pendant ma thèse, on a développé une expérience que vous pouvez voir d'ailleurs à l'exposition, que je vous conseille vivement d'aller voir, l'exposition temporaire, c'est très très réussi. C'est une petite expérience ici où j'ai utilisé donc l'urubu à tête rouge et le caracara huppé, deux espèces charognards. Et je leur ai présenté des boules égouttoirs à riz. Et dans ces boules égouttoirs à riz, j'ai mis une petite boule à thé. Et dans cette boule à thé, à gauche ici, j'ai mis un bout de plastique. Et à droite, j'ai mis un bout de viande faisandée. Donc entre les deux boules, ils ne peuvent pas faire la différence visuellement. Par contre, le bout de plastique, il ne sent rien, ou ils sentent quelque chose qui ne les intéresse pas. Là, l'odeur de viande était extrêmement forte, je peux vous le dire, et donc ça pouvait les intéresser. Et donc je vais vous montrer une vidéo, et vous allez voir le comportement de ces oiseaux. Alors à chaque fois, ici il y a le plastique, à gauche, pardon, et à droite, il y aura l'odeur de viande. Vous voyez, il visite, il observe ce qui se passe. Cette boule ne l'intéresse pas. Il part voir l'autre. Et là, vous voyez, il commence à essayer de l'ouvrir. Il joue avec. Et si j'avance dans le temps, eh bien, il joue continuellement avec cette boule-là.
Et on a fait avec une autre espèce, le caracara. Alors lui, il joue avec ses pattes. Il va voir l'autre. Ça sent rien. Je retourne à la première. Et j'essaie de l'ouvrir. Donc là, cette expérience-là, on a testé avec des statistiques, elles montrent bien qu'ils sont capables de sentir leur nourriture. Ils sont capables de trouver leur nourriture simplement par l'odeur. C'est une expérience très très simple, mais ça montre qu'ils sont capables de sentir. Et en fait, après, beaucoup de chercheurs, depuis les années maintenant 90, sont intéressés aux capacités olfactives des oiseaux en général. Et en fait, on s'est rendu compte que les oiseaux, ils avaient des capacités extrêmement étonnantes. Notamment, ils peuvent reconnaître leur nid, simplement par l'odeur. Ça a été montré chez ces espèces-là. Et là, je vous montre une étude sur des puffins cendrés faite par Francesco Bonadonna, qui était mon directeur de thèse, qui est un spécialiste de l'olfaction chez les oiseaux, qui est pour moi une très très belle preuve des capacités olfactives extrêmement puissantes des oiseaux. Ils sont allés dans l'archipel des Açores. Dans cet archipel, il y a une colonie de puffins cendrés. Ils en ont capturé 24. Et ils étaient en train de couver, ces puffins cendrés. Donc ça veut dire qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de retourner à leur nid pour couver. Bien sûr, les œufs, en attendant, ils les ont pris, ils les ont mis en couveuse pour ne pas empêcher l'éclosion des petits. Et sur ces 24 individus, ils les ont tous équipés de GPS sur le dos. Certains, ils ont simplement mis des GPS, ces individus contrôlent. Certains, ils ont mis un petit aimant sur la tête. Ça empêche d'utiliser le magnétisme de la Terre, parce qu'on sait que certains oiseaux, par exemple pour la migration, utilisent le magnétisme de la Terre. Et enfin d'autres, ils les ont rendus anosmiques, c'est-à-dire, pardon ? Voilà, ils ne sont pas capables de sentir. Et pour ce faire, ils ont injecté un peu de sel dans les narines, ce qui enlève les capacités olfactives pendant 10 jours, à peu près. Et donc, ils sont partis ensuite de l'archipel des Açores, ils ont pris un bateau et ils sont allés à 800 km en pleine mer. Et ils ont relâché tous les oiseaux. Et avec les trajets GPS, vous pouvez regarder quels sont leurs comportements. Vous avez ici les comportements des oiseaux contrôle et des oiseaux traités magnétiquement, donc avec le petit aimant sur la tête. Et ce qu'on peut voir, à part le bleu qui est un peu recherché, mais ils rentrent tous à peu près en ligne droite à leur colonie. Donc ils retrouvent tous à peu près leur colonie. Par contre, pour les oiseaux qui n'étaient pas capables d'utiliser l'odeur, voici les trajets. Ils sont incapables de retrouver leur colonie. Ça veut dire, alors simplement pendant 10 jours, vous inquiétez pas, ils sont tous rentrés à la colonie après, mais ça veut dire une chose, ça veut dire qu'à 800 km, ils sont capables de sentir leur colonie. Donc ils ont des capacités olfactives qui sont très puissantes, extrêmement puissantes. Et ensuite, on sait que maintenant, l'olfaction, elle sert pour communiquer entre les oiseaux. Notamment, on sait qu'ils peuvent reconnaître leurs espèces. Si on présente une espèce de perruche à collier et une perruche ondulée à côté, simplement par l'odeur, ils se reconnaissent dans l'espèce. On sait qu'ils peuvent reconnaître le sexe d'un partenaire, simplement par l'odeur. On sait qu'ils peuvent reconnaître leur partenaire sexuel, simplement par l'odeur. Si vous présentez plusieurs femelles à un mâle, il va toujours aller vers l'odeur de sa femelle à lui. On sait qu'ils sont capables de reconnaître les individus apparentés et d'éviter la consanguinité. C'est-à-dire que, par exemple, chez cette océanie de tempête, vous présentez l'odeur d'un frère, d'une sœur, d'un cousin, et l'odeur d'un individu qui va être très distant génétiquement. Il va toujours aller vers l'odeur qui va être distant génétiquement, même s'il ne l'a jamais rencontré, parce qu'il va vouloir se reproduire, et il ne faut pas qu'il se reproduise avec un frère ou une sœur. On sait aussi qu'ils sont capables de sélectionner un partenaire de qualité. Je vous disais tout à l'heure, les mésanges qui ont des UV très puissants dans les plumes, ce sont des partenaires de qualité. Eh bien, on sait chez le staric qu'un staric qui a une odeur d'orange très poussée, parce qu'ils sentent l'orange, ça va être un mâle qui va être très fort et qui va avoir beaucoup de descendance. Et chez les rapaces, qu'est-ce qu'on sait ? Eh bien, en fait, on ne sait rien. On ne sait rien du tout sur les capacités de communication chez les rapaces. Et donc, on a lancé une étude qui va être publiée, je pense, cette année ou l'année prochaine, où on a étudié les composés chimiques qui se trouvaient dans la glande uropygienne. Alors, la glande uropygienne, à la base de la queue, les rapaces, ils ont une petite glande qui sécrète de l'huile. Et ils se mettent cette huile sur les plumes, ce qui permet, lorsqu'il pleut, que l'eau ruisselle sur les plumes. Et c'est pour ça qu'en tant que fauconnier, on dit toujours « ne touchez pas nos oiseaux », parce que quand vous les touchez, vous enlevez cette huile. Et eux, ça les embête. Et bien dans cette huile, il se trouve qu'il y a plein de composés chimiques. Et il se trouve que la base de l'odeur des oiseaux, c'est dans cette huile.
Et on a étudié ça chez 1000 en noir, puisque au Puy du Fou, ils ont plus de 100 000 en noir, donc on peut en étudier énormément. Et on s'est rendu compte que chaque individu possède sa propre odeur. Donc, potentiellement, ils sont capables de se reconnaître entre individus. On s'est rendu compte que, avant la période de reproduction, au moment du choix de partenaire, l'odeur des mâles et des femelles était différente. Donc ça veut dire que pour choisir un partenaire, ils peuvent simplement savoir par l'odeur, tiens, j'ai affaire à un mâle, tiens, j'ai affaire à une femelle. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de dimorphisme sexuel chez cette espèce. Donc potentiellement, avec la vision, ils ne sont pas capables de le faire. On s'est rendu compte aussi que l'odeur change entre la période de reproduction et la période de non-reproduction. Ce qui voudrait dire qu'au moment où ils sont aptes à se reproduire, ils émettent une certaine odeur pour dire au partenaire « c'est bon, je suis prêt à me reproduire ». Et enfin, on sait que les mâles les plus proches génétiquement ont une odeur plus semblable. C'est-à-dire qu'une femelle, elle sera capable, simplement par l'odeur, de sélectionner un mâle qui va être distant génétiquement d'elle. Et il y a une étude très intéressante sur l'homme qui a été faite. Si, à vous, messieurs, je vous présente 100 t-shirts identiques qui ont été portés par 100 femmes différentes. Et je vous demande de choisir laquelle odeur vous préférez. Vous allez toujours préférer l'odeur de la personne, de la femme qui va être la plus distante génétiquement de vous. On ne le contrôle pas, mais c'est ce qui nous empêche de faire la consanguinité chez l'homme. Et bien chez les oiseaux, c'est exactement pareil. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que on dit beaucoup de généralités sur les rapaces, on dit beaucoup qu'ils voient très loin, on dit très souvent qu'ils entendent très bien, qu'ils n'ont pas d'olfaction, pas de capacité olfactive. Eh bien non, c'est pas vrai, il ne faut pas faire généralité. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une telle diversité écologique chez les rapaces qu'il y a une diversité sensorielle extrêmement intéressante. Et en plus, on dit beaucoup de choses sur la vision, très peu de choses sur l'olfaction, et en fait, on connaît très peu de choses sur les capacités sensorielles des rapaces, alors qu'on utilise beaucoup les rapaces pour comparer à l'homme. Tiens, ils ont une super vue, ils voient super loin. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté. Merci beaucoup. Voilà, je voulais montrer une photo de fauconnier quand même, vu que c'est mon deuxième métier, et pas seulement parce que je fais du spectacle avec eux, mais parce que j'utilise ces oiseaux dans mes expériences. Et donc je dois bien au moins leur rendre ça, de les remercier aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup, et puis maintenant, si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir.